Silence. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Cette émission va s'appeler l'invité du président et elle est organisée avec la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À mes côtés donc le président Denis Philippe. Bonjour président. Bonjour. Merci de votre confiance et d'avoir confié ces émissions à M-Provence qui est un média de l'économie sociale et solidaire puisque nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif. Et je vais vous demander avant de recevoir notre premier invité de nous dire très rapidement quelques mots du poids que représente aujourd'hui l'économie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors aujourd'hui en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un peu plus de 14 000 entreprises, c'est près de 170 000 salariés et il y a une reconnaissance et une activité de l'économie sociale et solidaire qui est très importante dans notre région avec des différences d'un département à un autre. Mais on peut quand même dire qu'on est une région active dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et nous allons en parler avec votre première invitée, puisque ce cycle d'émissions est donc inauguré avec Madame la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, Madame Olivia Grégoire, que nous retrouvons donc à Bercy. Bonjour Madame la Ministre, merci d'être avec nous pour cette toute première émission où on va parler de sujets d'actualité, où on va aussi parler de sujets qui sont peut-être plus fondamentaux encore concernant l'économie sociale et solidaire. Madame Grégoire, peut-être un mot sur ce plan de relance qui aujourd'hui est important pour toute l'économie et aussi pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en tracer les grandes lignes? Et puis après, avec le président Philippe, on reviendra bien entendu sur ce qui fait l'essentiel de ce plan pour les entreprises de l'ESS. Bien sûr et merci déjà. C'est un honneur d'être invité pour cette première. J'en profite très sincèrement pour remercier l'engagement de la CRES PACA. Et comme souvent les organisations, elles sont portées par les femmes et les hommes qui sont à leur tête. Et sans flagornerie aucune, je veux vraiment saluer l'engagement de votre président, Monsieur Philippe, que j'ai le plaisir de suivre depuis mon accession à Bercy. Et force est de constater que son énergie est grande et il ne cesse pas de s'exprimer, d'informer sur l'ESS. Et je souhaitais vraiment très personnellement l'en remercier parce que ça fait de la CRES PACA une CRES très active. Et comme l'a dit votre président, la Provence-Alpes-Côte d'Azur est une grande région de l'ESS, 162 000 acteurs de l'ESS dans votre belle région et une CRES très entrepreneuriale, autonome financièrement, qui fait ses preuves et qui prend des initiatives extrêmement fortes. Donc d'abord et avant tout, un grand bravo et beaucoup d'encouragement. Tout ce que je pourrais faire pour vous soutenir depuis Bercy, je le ferai. Mais je dois dire que vous êtes assez exemplaire, et notamment vous, Monsieur Philippe, pour informer et faire savoir tout ce qu'on fait en faveur de l'ESS. L'ESS, oui, elle est effectivement très, très présente dans la relance. Et en réalité, elle se divise principalement, cette importance, cet engagement en faveur de l'ESS dans la relance se déploie en deux grandes thématiques. Aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'euros qui est au service de l'économie sociale et solidaire pour l'ESS dans le plan de relance et qui doit bénéficier directement aux acteurs. Près de 600 millions d'euros sont directement fléchés pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour favoriser l'insertion professionnelle de nos jeunes, notamment grâce à une hausse extrêmement importante des moyens financiers dédiés à l'IAE, vous la connaissez, l'insertion par l'activité économique, plus de 200 millions d'euros mis à disposition de l'insertion par l'activité économique, notamment pour permettre à nos jeunes de bénéficier de parcours emploi compétences, les PEC, notamment dans des structures de l'ESS. Il y a 80 000 parcours emploi compétences qui sont budgétés, financés dans le plan de relance. J'ai obtenu cet été du Premier ministre que 50% de ces 80 000 parcours emploi compétences soient à disposition des acteurs de l'ESS pour venir consolider leurs ressources
et pour permettre aussi à ces jeunes de bénéficier d'une formation minimale au sein de l'économie sociale et solidaire. Je veux juste vous rappeler, parce que ça ne se sait pas forcément, qu'un parcours emploi-compétences est pris en charge jusqu'à 80% dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les zones rurales à revitaliser, les ZRR, et à plus de 60% sinon pour nos jeunes. Ce sont donc des emplois qui sont aidés financièrement, et c'est bien normal, par la puissance publique, et dont l'objectif est de venir renforcer les ressources de nos structures d'ESS, tout en permettant aux jeunes de bénéficier aussi d'une formation minimale pour grandir dans leur activité professionnelle. Au-delà de ces 600 à Denis Philippe de réagir sur ses premiers propos, comme ça on va établir un dialogue. Président, on a bien vu la feuille de route de ce plan de relance. Comment est-ce que vous allez mettre ça en musique sur le territoire régional ? Il est du rôle des CRES d'accompagner les mesures qui ont été prises au niveau gouvernemental, d'informer nos entreprises adhérentes et de les accompagner. Et je suis certain que notre secrétaire d'État y reviendra. Parfois, il y a des réticences d'entreprises de l'économie sociale et solidaire à solliciter les aides qui ont été mises en place. On ne peut pas d'un côté déplorer que l'État ne ferait rien et ne pas utiliser les aides qui ont été mises à la disposition des acteurs. Donc je pense que Madame la secrétaire d'État y reviendra. Et je voudrais quand même ouvrir une parenthèse. On peut se féliciter dans l'économie sociale et solidaire, d'une part, que l'ESS était rattaché à Bercy avant cette crise, et aussi, il faut le dire, et je vais le dire, d'avoir une secrétaire d'État qui soit à la manœuvre et qui soit active. Donc dans cette crise particulière que nous connaissons, ce sont quand même deux choses qui sont importantes pour l'économie sociale et solidaire, et on ne peut pas dire que notre secrétaire d'État n'est pas présente sur le territoire. Elle va à la rencontre des acteurs, elle est attentive, et ça c'est plutôt un élément de satisfaction pour nos entreprises. Et pour répondre tout à fait précisément à la question, il est du rôle des CRES, et nous pensons, nous en Provence-Alpes-Côte d'Azur, que c'est le rôle unique des CRES, d'accompagner les entreprises pour justement utiliser ces dispositifs, mais également accompagner les entreprises pour qu'elles puissent résister dans cette crise, et après la crise, pour qu'elles puissent se relancer. Madame Grégoire, donc vous avez l'occasion aujourd'hui de parler de cette appropriation pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, de tout ce que vous avez mis en place dans ce plan de relance. Pour vous, quelle est la meilleure façon, j'allais dire, de faire adhérer donc les entreprises de l'ESS à ces mesures que vous proposez ? Vous savez, souvent les ministres, quand ils sont nommés, essayent de laisser une marque, une trace, et ça les obsède un peu. Moi, je ne suis pas dans cette démarche, et pour tout vous dire, je ne crois pas qu'on m'ait attendu, et certainement pas l'économie sociale et solidaire, pour être attractive, attirante, et pour se moderniser. Aujourd'hui, ce qu'on remarque dans toute l'économie, c'est que les fondamentaux de l'économie sociale et solidaire, la transparence dans la gouvernance, des gouvernances plus démocratiques, le partage de la valeur, la lucrativité limitée, l'impact social, environnemental, sont aujourd'hui des tendances de fond qui sont bien sûr les fondamentaux de l'ESS, mais qui peu à peu sont en train de diffuser, de se répandre au sein même de l'ensemble de l'économie. Donc, il y a énormément de structures qui sont en train de se créer. Cette économie sociale et solidaire, elle est attractive. Et il y a une chose importante que j'essaye de promouvoir depuis maintenant un peu plus de 6 mois, c'est qu'il faut ouvrir les fenêtres grands de l'ESS. Il faut ouvrir la maison ESS. En fait, pendant des années, des décennies, la France est un grand pays de l'ESS, a une grande tradition d'économie sociale. Pendant des années, il fallait absolument, la condition sine qua non, c'était d'avoir le statut ESS. Donc, soit vous étiez une coopérative, une association, une entreprise d'utilité sociale, une mutuelle ou une fondation, et de fait, vous étiez ESS. De plus en plus, on a des acteurs qui sont sous des formes et des statuts plus traditionnels de SAS, de SARL, mais dont l'activité a un impact social et solidaire. Et donc, moi, j'ai souvent coutume de dire, on peut être ESS, c'est-à-dire avoir le statut, mais on peut aussi ne pas avoir le statut et faire de l'ESS et contribuer à l'ESS. Et de plus en plus de nos jeunes, d'ailleurs, créent des structures qui n'ont pas forcément le statut ESS ou qui l'obtiennent après agrément, comme l'agrément ESUS, entreprise d'utilité sociale. Et donc je pense que cette économie sociale et solidaire, de par ce qu'elle véhicule en termes de valeurs, et notamment dans la crise actuelle,
est extrêmement attractive pour la génération qui arrive. Cette génération, vous le savez, elle est en quête de sens, elle n'est pas en quête que de rémunération. C'est une grande chance qu'on a. Je parle des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui et dont les parcours dans les grandes écoles dont j'ai pu être, par exemple, ne sont plus uniquement orientés sur le fait de trouver un job qui rémunère, mais aussi un job qui a du sens. Et l'ESS, quelque part, dans sa version in extenso, elle a tout à gagner de cette génération qui arrive. Denis Philippe avait raison, si vous m'autorisez, on y reviendra peut-être. C'est vraiment le nerf de la guerre, l'information. Et c'est très important que les CRES s'en occupent. Nous avons un gros problème en France globalement. C'est le cas aussi pour les plus précaires d'entre nous. Mais c'est un problème qu'on retrouve dans l'ESS. Ça s'appelle le non-recours. Il y a des aides, il y a des dispositifs, mais on ne va pas les chercher. Il ne vous aura pas échappé, j'en termine, que je suis une femme et que j'ai aussi je connais bien l'autocensure. Il y a un parallèle entre l'ESS et cette autocensure parfois féminine. J'ai croisé beaucoup de structures d'ESS sur les territoires qui me disaient « moi, je n'ai pas demandé parce que je ne pensais pas être éligible ». Mais en fait, la meilleure façon de ne pas avoir d'aide, c'est de ne pas la demander. Et donc, il y a un message très fort, et je remercie la CRES PACA et son président de le porter sur tous les réseaux, par tous les moyens, dans la presse régionale, partout. Demandez les aides. Vous êtes éligible aux aides de l'État, à toutes les aides de l'État pour les entreprises classiques et à d'autres aides en plus. Et ne présagez pas du fait que vous ne l'êtes pas parce que vous l'êtes. On doit combattre ce problème du non-recours et c'est en ça que l'information portée par la CRES PACA est très importante. Merci Madame la Ministre. Alors s'il y a bien un secteur qui a besoin aujourd'hui de toute cette attention et de tous ces aides, c'est le secteur associatif qui a toute sa part bien sûr dans l'économie sociale et solidaire. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Yannick Gallien qui est le président pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du mouvement associatif. Bonjour Yannick Gallien. Peut-être un petit mot très rapidement pour nous dire la situation aujourd'hui telle que vous la percevez dans le secteur associatif et peut-être encore plus précisément sur un secteur très important de notre économie, le tourisme, puisque vous connaissez particulièrement ce segment de notre activité. Yannick Gallien. Oui, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de saluer Madame Grégoire, ministre référente de cette économie sociale et solidaire dont nous venons parler avec beaucoup de passion, ainsi que le président Denis Philippe. Notre secteur, effectivement, vit des périodes douloureuses et compliquées, comme l'ensemble de l'économie. Sa capacité à réagir n'est pas nouvelle, sa capacité à être toujours en vie est une réalité. Et je crois aussi que le fait de faire partie d'une grande famille, de faire partie d'un grand secteur, en l'occurrence celui de l'économie sociale et solidaire, favorise cette démarche et favorise cette capacité à rester en vie parce que nous sommes solidaires, c'est le cas de le dire, et que nous travaillons ensemble avec des objectifs communs. Alors justement, Denis Philippe, comment travaille la CRES en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le mouvement associatif et que pouvez-vous répondre à votre vice-président, puisque M. Gallien est aussi un des vice-présidents de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Yannick porte effectivement au sein de notre Chambre la question du tourisme social, mais il a rappelé le président régional du mouvement associatif. Nous avons peut-être une particularité, nous ambitionnons de créer une maison de l'économie sociale et solidaire au niveau de cette région et nous sommes, la CRES et le mouvement associatif, dans les mêmes locaux, avec l'UDES également, le syndicat des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons une démarche complémentaire. Je pense qu'il faut éviter, dans la période actuelle, de nous diviser. Moi, je crois beaucoup au rassemblement, à l'unité, pour porter une parole qui soit une parole forte. Ça n'enlève rien aux composantes, ça n'enlève rien aux réalités des secteurs différents qui composent l'économie sociale et solidaire. Les fédérations et les têtes de réseau ont leur rôle, je dirais un rôle politique de défense des intérêts catégoriels. Par contre, le rôle de la CRES, il est assez simple, et c'est comme ça que nous l'avons défini. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé, nous, de chambres régionales d'entreprise. C'est pas de faire des grands discours sur l'économie sociale et solidaire, c'est faire en sorte que les entreprises
puissent se développer et leur donner les moyens de ce développement. Et c'est ça le rôle de la CRES. Il n'y a pas de concurrence. C'est pour ça que nous, dans la démarche avec le mouvement associatif, nous sommes totalement complémentaires. Et Yannick Gallien, ce monde associatif qui entreprend, il est bien dans ces valeurs qu'on évoquait à l'instant avec Madame Grégoire, qui sont des valeurs qui percutent, pour employer un terme un peu fort, les jeunes aujourd'hui, qui sont très concernés par ces valeurs-là. Vous les voyez aujourd'hui, vous voyez cette évolution dans le milieu associatif ? Je pourrais vous répondre, mais un peu trop facilement, que le mouvement associatif et le milieu associatif a été depuis presque toujours porteur de ces valeurs. Mais rien ne sert de jouer les pionniers. Ce qui est important, c'est que cela survive. Donc oui, Madame Grégoire a parfaitement raison. Il y a aujourd'hui une émergence de ces fondamentaux. Et effectivement, les jeunes et les moins jeunes ont encore plus besoin de se sentir valorisés et reconnus dans le travail, autrement que par l'aspect financier, même si celui-ci compte. Et la recherche du sens est une réalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre façon de concevoir les choses au sein du mouvement associatif avec la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est d'avoir une démarche commune au service d'un objectif commun qui est celui que je suis en train d'évoquer. Et ça passe aussi par le fait des représentations. Notre mouvement est représenté par 4 personnes au bureau de la Chambre régionale. Il y a 12 élus au conseil d'administration et nous avons mis en commun nos postes au conseil économique et social et environnemental, le CESER, de façon à accroître la représentativité de la CRES. Voilà des actions extrêmement concrètes et précises. Et pour terminer, rappeler, comme le disait tout à l'heure le président Denis Philippe, que la démarche de mettre en place des moyens mutualisés au sein d'une maison de l'économie sociale et solidaire est une vraie nouveauté et c'est une dynamique, je crois, qui renforce la volonté de travailler ensemble et qui redonne du sens à un partenariat, association, mutuelle, coopérative, entreprise ESUS et fondation. Merci Yannick Gallien, merci d'avoir été avec nous depuis le pied de la Sainte-Victoire. On était à Puy-Loubier avec vous, donc merci de cette présence cet après-midi. On va repartir à Bercy, retrouver donc Olivia Grégoire. Madame la ministre, vous avez entendu donc ce dialogue entre le président Philippe et le président Gallien. Ces associations entre le monde donc de l'ESS Global, le monde associatif, cette réalisation, ce projet de maison de l'ESS, ce sont des choses qui pour vous vont dans le bon sens. Quel est le regard que vous portez sur ces initiatives, Madame Grégoire ? Écoutez, vous savez, quand vous êtes nommé à un gouvernement et en charge d'un périmètre ministériel, d'abord vous commencez par écouter les autres. C'était le sens du courrier que j'avais adressé à l'ensemble des têtes de réseau dès la fin juillet. Avant d'être votre voix, j'ai vocation à être vos oreilles et donc j'ai passé du temps à écouter. Et en fait, on m'avait dit, j'avais lu ou j'avais cru percevoir que parfois il y avait au sein de l'économie sociale et solidaire des querelles de chapelle. Et pour pousser la métaphore de la famille, qu'au sein de ces 5 familles, parfois il y avait des querelles de famille, des dissensions. Écoutez, moi, j'ai face à moi un écosystème j'ai avec moi plutôt un écosystème de l'économie sociale et solidaire que je trouve extrêmement collectif, notamment dans cette crise, que je trouve très uni et que je trouve très moderne. Je tenais à vous le dire parce que la querelle des anciens et des modernes qu'on m'avait prédite, je ne la ressens pas au quotidien. Je travaille à la fois avec des gens qui ont fait l'ESS depuis 20, 30 ans dans notre pays, qui m'apportent énormément d'expertise. Je pense par exemple à Hugues Sibyl, à M. Alfandéry aussi, qui m'apporte beaucoup, qui travaille par exemple sur les pôles territoriaux de coopération économique avec moi. Et j'apprends énormément et je travaille en même temps avec Impact France, le mouvement des entrepreneurs engagés, avec des jeunes gens qui ont parfois à peine 30 ans, avec Jean Moreau, Eva Sadoun, avec des jeunes gens très, très motivés. Et donc je trouve ça passionnant de voir à la fois l'ESS depuis 20 ans et l'ESS d'aujourd'hui et demain, beaucoup plus unis, je vais vous dire, que ce qu'on m'avait prédit. Et je veux le dire parce que c'est pas toujours ce que j'ai entendu. Je suis extrêmement favorable à tout ce qui consiste au regroupement. Et c'est pour ça que je ne peux que vous encourager sur cette maison de l'ESS. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ça mériterait qu'on prenne quelques minutes, et c'est une invitation cordiale à l'endroit de Monsieur le Président Philippe,
il faut regarder. C'est pas dit qu'on puisse pas trouver une partie de financement aussi de l'État dans le cadre aussi du plan de relance pour cette maison de l'ESS. Je trouverais ça fort pertinent. On peut y travailler. Et je pense que c'est important cette notion de maison parce que ça rend l'ESS plus accessible. Pour rester sur la métaphore de la maison, au démarrage, quand j'ai commencé il y a quelques mois, j'ai dit à certains acteurs de l'ESS, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes tous dans une maison commune? Vous savez tous comment vous véhiculer, bouger dans cette maison commune, mais quand on n'est pas dans la maison, c'est pas forcément facile de trouver le chemin et la porte d'entrée. Et donc je trouve que l'idée d'une maison de l'ESS très ouverte pour nos jeunes, ouverte pour les entrepreneurs traditionnels, ouverte aussi pour avoir plus d'associations, etc. Je pense que c'est une très bonne initiative et que ça permet de faire diffuser les pratiques, les savoir-faire de l'ESS beaucoup plus largement. Donc c'est un soutien sans faille. Je crois que dans le Pays Basque, à Biarritz, ils ont eu aussi cette initiative d'une maison de l'économie sociale et solidaire au sein des Pyrénées-Atlantiques. J'y suis extrêmement favorable et tout ce que je pourrais faire pour soutenir cette initiative, je le ferai. J'en profite pour dire, mais le président du mouvement associatif, pour tout vous dire, qui était encore avec moi hier à Bercy, sachez que je salue aussi la responsabilité des acteurs du mouvement associatif qui, là encore, ne m'ont pas attendu pour faire pour les autres, puisque c'est quand même l'ADN de nos associations. Et je veux vous redire que le dispositif Urgence ESS de 30 millions d'euros à destination des petites structures de l'ESS et notamment des petites associations, il est en place depuis vendredi dernier. Il fonctionne plutôt bien. Tout le monde aura une réponse et je ne peux que vous encourager, tous les acteurs de l'ESS, même si vous n'avez pas forcément besoin d'une subvention, je ne peux que vous encourager à remplir le petit questionnaire d'autodiagnostic qui est porté par France Active, parce que ça vous permet aussi d'avoir accès à des aides en matière d'accompagnement. Je pense au dispositif local d'accompagnement, par exemple, que j'ai aussi augmenté de quasiment 30%. L'idée, c'est vraiment de mieux accompagner les acteurs de l'ESS pour aussi qu'ils bénéficient vraiment du plan de relance, parce que j'entends ce que disent aussi des acteurs du mouvement associatif. Il faut se mettre à leur place, c'est comme toujours. C'est pas facile d'avoir une association, d'aider les autres, de s'inquiéter pour sa trésorerie parce que depuis des mois, on n'a pas les cotisations qui rentrent, on ne peut pas faire ces événements. Et en plus, d'aller répondre à un appel à projet. On n'a pas forcément les ressources, l'énergie, le savoir-faire. Et c'est pour ça que je veux aussi dire que le dispositif local d'accompagnement qui marche avec France Active, il est aussi à votre disposition sur le site Urgence ESS. Donc, même si votre trésorerie, je dirais, n'est pas en risque, n'hésitez pas à vous connecter. Vous avez tout à gagner à avoir un autodiagnostic et un accompagnement pour aussi bénéficier du plan de relance, dont parfois les appels à projets peuvent être complexes et il faut y répondre souvent en 1 mois, 2 mois. C'est un tempo très rapide pour des acteurs associatifs. Donc, allez-y, Urgence ESS est là pour vous. Merci beaucoup Olivia Grégoire. Je vais laisser Denis Philippe répondre à vos propos sur justement ce fait que vous appréciez ce mouvement qui a été donc lancé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec l'ensemble des acteurs. Mais je rejoins tout à fait ce que nous dit la ministre. Nous avons justement à la CRES un projet avec le mouvement des entrepreneurs sociaux, avec French Impact, avec une grande mutuelle que je connais bien puisque c'est la mienne, de relocalisation des entreprises. Et nous allons faire cette démarche ensemble et y associer le plus largement possible les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui seront intéressés. Parce que je suis convaincu que la réalité de l'ESS, c'est pas les organisations représentatives, et il en faut des organisations représentatives, et la CRES est une organisation représentative, mais la réalité de l'économie sociale et solidaire, ce sont les acteurs qui au quotidien, sur le terrain, sont la réalité de l'ESS, la pratique. Et plus nous permettrons à ces acteurs de se développer, plus nous donnerons envie à des jeunes de venir entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, plus l'économie sociale et solidaire fera le chemin qui doit être le sien. Voilà, et on a évoqué à l'instant donc les aides et l'ensemble des dispositifs du plan de relance. On va parler aussi du soutien que vous mettez en place pour renforcer les fonds propres des entreprises de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est extrêmement important. On va en parler avec Jean Ticory, qui est aussi vice-président de la Chambre régionale des entreprises de l'économie
l'économie sociale et solidaire en charge du développement. Et nous avons demandé donc dans le cadre de ce lancement d'un fonds spécialisé à Jean Ticoury pourquoi il était important de renforcer les fonds propres des entreprises de l'ESS. Jean Ticoury. Disons que c'est un sujet majeur qu'on a rapidement identifié lorsque, autour du président Denis Philippe, on a fait évoluer la gouvernance de notre CRES. On s'est rapidement rendu compte que pour les entreprises de l'ESS de la région, il y avait un sujet majeur qui était celui de disposer d'outils pour avoir des fonds propres, pour accompagner leurs projets de croissance ou de développement. Et ça nous a amené rapidement à entamer une réflexion pour développer un outil spécifique, régional, réservé aux entreprises donc de l'ESS, qui répondent effectivement à des sujets qui n'étaient pas adressés au moment où on a pris cette décision. Ticoury, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les entreprises qui sont éligibles et quels sont les critères qui sont utilisés pour les sélectionner? Donc en termes de critères, on a un critère de taille qui nous amène à ne nous adresser qu'à des entreprises de plus de 10 salariés. On privilégie plutôt les interventions en termes de développement sans exclure tout à fait les entreprises jeunes, parce qu'on pense qu'il faut aussi que dans ce fonds-là, il y ait effectivement une capacité à accompagner des projets qui sont des projets neufs, et on regarde aussi des choses qui sont un petit peu plus nouvelles, parce qu'au moment où on parle de questions de relocalisation ou de redéveloppement d'industries régionales, c'est normal qu'un fonds ESS régional se préoccupe de ces sujets. La liste n'est pas forcément toujours très connue pour sa simplicité en matière de gouvernance. Les investisseurs ne viennent sans doute pas y chercher uniquement une approche capitalistique. Est-ce qu'on peut donner peut-être, Jean, des idées ou des pistes sur la nature des financements? On parle beaucoup aujourd'hui d'un mix entre obligations et actions qui sont les titres participatifs. Alors, il y a effectivement un certain nombre d'outils qui sont des outils spécifiques à l'ESS, dont les titres participatifs. Ce qu'on essaie de faire, c'est que le fonds doit permettre à une entreprise de disposer de tous les outils financiers pour répondre plus largement possible aux questions qui peuvent être posées, donc sans qu'on privilégie nécessairement l'un ou l'autre des outils, même si les caractéristiques de l'ESS font que c'est plutôt difficile d'identifier des outils en capital et qu'on est plutôt dans des logiques qui sont des logiques, j'allais dire, de quasi-fonds propres, avec notamment beaucoup de choses qui sont de l'ordre d'émissions obligataires, mais sur lesquelles on arrive à mettre en place des critères d'accompagnement qui font qu'on n'est pas simplement dans une logique de rendement financier pur, mais qu'on est en capacité d'intégrer dans les décisions d'investissement et dans les niveaux de rémunération du fonds des critères qui sont, eux, des critères spécifiques à l'ESS. La ministre, ce qui est intéressant dans l'intervention de Jean Ticoury, c'est qu'on voit bien que quand on investit dans l'ESS, il y a une logique d'investisseur, mais avec des critères qui sont spécifiques. Ce n'est pas uniquement la recherche du rendement. Il y a peut-être une recherche aussi de sens que vous connaissez bien, puisque c'est vous qui avez développé aussi la loi Pacte et tout ce qui concerne aujourd'hui la raison d'être des entreprises. Ce terme de raison d'être, il est très adapté aux entreprises de l'ESS. Je voulais juste vous dire, oui, j'ai porté cette loi Pacte, on parle beaucoup. Et je m'en réjouis du chapitre 3 avec la raison d'être, les sociétés à mission. Je voudrais dire que comme souvent, il y a aussi tout ce qui ne se voit pas. Et il y a le chapitre 2 de cette loi Pacte qui est extrêmement important et qui traite de l'orientation de l'épargne en faveur d'une économie plus responsable. C'est au sein de ce chapitre 2, et ça explique beaucoup de choses, j'y reviens, que nous avons voté avec les parlementaires d'ailleurs d'une grande majorité au sein du Parlement l'an passé. Nous avons voté le fait que les Français, aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, ont chacun dans leur contrat d'assurance vie et dans leur compte épargne une unité de compte qui a vocation à venir financer de la finance solidaire, des fonds verts ou encore des labels investissement socialement responsable. C'est important parce que cette unité de compte va se transformer en 3 unités de compte à compter de janvier 2022 et c'est aussi comme ça qu'on amène de plus en plus d'épargne, d'argent, de financement fléché très directement vers les entreprises d'utilité sociale, vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est un mouvement de fond et j'ai encore dans ma besace quelques surprises. Je travaille ardemment avec la Banque de France notamment. Il y a encore des choses à faire, je pense, pour augmenter l'orientation de l'épargne vers ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, vers ces acteurs de l'économie responsable. Je veux vraiment, très sincèrement, vous féliciter
pour ce fonds professionnel que vous créez. D'abord, il est très inspirant, donc je vous le dis là pendant cet échange. Je vais aussi le dire plus largement sur les réseaux dans quelques minutes, quand nous aurons fini notre échange. Bravo pour cette initiative, toutes les CRES n'en prennent pas. C'est vraiment ce qu'on attend des chambres régionales de l'ESS, et votre fonds, il est très adapté, très pragmatique et très opérationnel. Il est d'autant plus séduisant qu'il peut fonctionner de pair avec des dispositifs existants. Depuis que je suis arrivée, je travaille avec la Caisse des dépôts, dont je remercie d'ailleurs d'avoir augmenté le budget, puisque grâce à la Caisse des dépôts, on a 300 millions d'euros dans le plan de relance destiné à l'ESS. C'est 90 millions de plus que ce qui était envisagé l'an passé. Ça n'est pas anodin, et la Caisse des dépôts, avec la Banque des territoires, et je crois aux côtés des acteurs, mais aussi avec la BPI, parce que même si vous faites cette initiative que je salue, je trouverais chouette que ça fonctionne aussi en effet de levier, et que ça vous permette aussi d'obtenir en plus certains fonds, notamment de la BPI. Je pense par exemple aux prêts d'honneur solidaires qu'on connaît assez peu, qui sont assez nouveaux. 130 millions d'euros de la BPI pour des prêts d'honneur solidaires qui vont jusqu'à 8 000 euros, avec des conditions assez faciles, intérêt zéro. Ça peut permettre aussi, en plus de l'aide de votre prêt, de consolider ces entreprises de l'ESS. Mais je crois, comme ça a été dit d'ailleurs il y a quelques instants, que ça ne nous exonère pas, nous, l'État, d'une réflexion en profondeur sur les fonds propres et quasi-fonds propres des acteurs de l'ESS. C'est pourquoi je travaille en ce moment même avec la BPI à voir ce qu'on pourrait proposer, notamment aux acteurs associatifs, en matière de fonds propres ou de quasi-fonds propres. C'est un sujet récurrent, et j'y mets pas mal d'énergie, parce que je pense que c'est très important qu'on propose aux acteurs de l'ESS ce qu'on propose aux entreprises conventionnelles. Et je rappelle souvent que les associations en droit communautaire, en droit européen, sont considérées comme des entreprises, des associations employeurs. Et je trouverais normal qu'on arrive à vous proposer dans les semaines et mois qui viennent des dispositifs, alors de quasi-fonds propres, hein, vous l'avez dit, de titres associatifs, mais qui pourraient permettre de consolider ces structures de façon un peu plus pérenne. Mais très sincèrement, et ça n'est pas un hasard, c'est lié aussi à la personnalité, je crois, de vos dirigeants, qui sont très engagés. Bravo pour cette initiative, et ça mobilise, ça inspire encore plus l'État pour faire plus. Quand on voit des CRES s'emparer ainsi de sujets qui sont vraiment structurels, là, qui sont indépendants de la crise, c'était le cas avant la Covid-19. On a toujours eu ce problème de faiblesse chronique de fonds propres dans l'ESS, et notamment dans les associations. C'est même au cœur du modèle économique. On pourrait essayer de sortir de cette crise avec une solution sur ce sujet. J'y travaille en profondeur. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser Denis Philippe vous répondre sur ce point, et puis peut-être nous dire aussi comment il a réussi à fédérer les acteurs régionaux, les investisseurs autour de ce projet. Tout d'abord, vous le savez, Madame Grégoire, je pense que le rôle des CRES, c'est de relayer l'action du gouvernement sur les territoires. Je le pense. Et ça devrait, à mon sens, être la mission des CRES pour les entreprises, de faire connaître les dispositifs qui sont mis en place, de faire remonter à l'État quels sont les besoins et de créer des outils. C'est ce que nous essayons modestement de faire. J'ai rendu hommage à votre action parce que je pense effectivement qu'elle est déterminante dans la période. J'ai salué le fait que c'est très important que nous soyons rattachés à Bercy, et je sais le travail de SIsation que vous faites à Bercy. Et je dois me féliciter également que nous ayons réussi, avant cette crise, à venir expliquer au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui n'était pas au départ en grande connaissance de ce qu'était la réalité de l'économie sociale et solidaire, d'avoir réussi, par le fait que nous nous revendiquions une chambre d'entreprise, que nous n'allions pas lui faire un grand discours sur le bien fondé de l'économie sociale et solidaire. C'est un garçon fort sympathique, il m'aurait écouté, mais on n'aurait pas eu grand-chose concrètement à faire derrière, en allant porter la question des entreprises, de leur réalité, de leur importance sur le territoire. Nous avons également, dans cette crise, réussi avec la région à créer un fonds spécifique qui s'appelle le fonds ESSOR, grâce à la Banque des territoires, que la ministre indiquait, grâce à la région, avec le concours de la CRES qui a mobilisé des acteurs
de l'économie sociale et solidaire qui sont venus abonder ce fonds. Je pense particulièrement à la CEPAC, la Caisse d'épargne régionale. Là également, Madame la Ministre, je pense que c'est le rôle des CRES. Et vous le savez, nous aurons certainement un sujet demain de savoir quelles sont les missions que l'État doit confier de façon plus forte aux chambres régionales. Oui, parce que Madame Grégoire, en fait, on se rend compte que c'est un secteur qui est en pleine vie, en pleine ébullition, qui correspond aux valeurs qu'attendent peut-être donc aujourd'hui nos concitoyens et notamment les jeunes. Mais on n'a pas le sentiment d'une structuration. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller vers une meilleure lisibilité pour le grand public et pour les acteurs de l'économie, de ce qu'est l'économie sociale et solidaire et de la façon dont en France elle se structure? Oui, même si je ferai un parallèle que vous m'autorisez, et je l'ai fait moi-même, c'est pas si compliqué à partir du moment où vous avez un intérêt pour l'économie sociale et solidaire de trouver des interlocuteurs au plan régional. Certes, comme dans toutes les structures, et d'ailleurs comme pour toutes les régions, il y a des régions plus ou moins dynamiques, et force est de constater que la vôtre a pris, si vous m'autorisez, le taureau par les cornes, et ce depuis longtemps, bien avant que j'arrive. Et par conséquent, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est éveiller l'intérêt pour l'ESS. Et moi, je suis assez étonnée, je vais le dire comme ça, parce que je suis une femme positive, mais je suis étonnée de voir qu'après des années et des années, parce qu'il y en a eu des gens, des hauts commissaires, des ministres, etc., je pense qu'on a tout un travail qui n'est pas encore fait de ce qu'est l'ESS. Je fais des médias assez souvent, je m'exprime assez souvent. Entre nous, c'est tous les jours que je rappelle les 5 familles. Et c'est vrai que ça m'étonne, au-delà des 5 familles, que ce concept de lucrativité limitée, de gouvernance démocratique, de partage de la valeur et de partage du pouvoir ne soit pas encore mieux connu. À moi de le faire savoir. Aux acteurs régionaux, en ça, Denis Philippe a totalement raison. À partir du moment où l'économie est une compétence régionale, à partir du moment où l'économie sociale et solidaire est une économie à part entière, comme je le crois, on a vocation à s'appuyer de plus en plus sur les régions. Après, il y a un sujet aussi d'appétence. Il y a des régions plus ou moins ESSisées, plus ou moins... D'ailleurs, historiquement, c'est très intéressant. Il y a un lien avec l'histoire, tout ça n'est pas anodin. La région du Sud, la région de Lyon, la région de Bretagne ont des histoires d'économie sociale. La France est un pays qui, historiquement, a une grande histoire de l'économie sociale. Et c'est vrai qu'on a encore tout un chemin, comme je le disais, pour ouvrir grand. Et c'est pour ça que j'aime l'idée de maison, les portes de la maison ESS. On a souvent vécu en colocation entre nous. Maintenant, l'idée, c'est d'ouvrir et de trouver de nouveaux colocataires. Et en ça, Essor, l'ensemble des dispositifs que vous développez sont très à propos. Et je trouve que l'État peut venir soutenir, impulser, consolider, notamment par le biais des finances publiques. Mais je trouve génial, pour être très simple, que les CRES soient aussi autonomes et déploient une ESS aux couleurs de leur région. Il y a des ESS plus ou moins technologiques, plus ou moins économie circulaire, plus ou moins agricole, plus ou moins sociale. Il y a l'ESS des QPV, quartiers prioritaires de la ville. Il y a l'ESS aujourd'hui dans tout le champ du réemploi, du recyclable, qui est en train de connaître une croissance incroyable. Et là, ce sont des structures classiques, mais qui font de l'ESS. Donc, ça dépend aussi beaucoup, et c'est très corrélé aux identités régionales. Je crois qu'il y a une vraie logique dans ce que dit le président Philippe. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'avoir été avec nous pour cette première émission. Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. C'est un terme aussi qu'on emploie beaucoup dans la société actuelle. Denis Philippe, on arrive au terme de cette première émission, de ce premier rendez-vous. On voit bien que la communication est importante, et donc qu'il y en aura d'autres, mais je vous laisse conclure donc cette première séquence. Première belle émission, il y en aura d'autres. On va en faire d'autres. On aimerait que ça devienne un événement mensuel, que nous puissions inviter des acteurs représentatifs de l'économie sociale et solidaire. Et il me semble que c'était important sur cette première que ce soit notre ministre qui puisse s'exprimer. Il y a d'autres acteurs, et puis nous mettrons bien sûr en lumière, parce que c'est la vocation de la CRES,
ceux qui sont la réalité de l'ESS, nos entreprises. Donc on n'a plus qu'à réaliser pour demain de très belles émissions qui parleront des entreprises de l'ESS. Merci beaucoup, Président. Merci pour cette émission. Donc, l'invité du Président. Merci à Jean-Michel Paoli qui en a réalisé donc l'essentiel, hein, puisque vous avez pu avoir en effet des connexions avec Bercy, avec la Provence, puisque Yannick Gallien était avec nous, avec notre ami Jean Ticori. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Olivier Grégoire, depuis Paris. Et puis, au plaisir de vous accueillir, bien sûr, souvent dans notre belle région. Merci, Denis Philippe. Alors, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la Crèce, sur les réseaux sociaux, bien entendu. Et on aura l'occasion de vous retrouver donc très souvent pour parler de l'économie sociale et solidaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci, Président.